Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Africa International, et puis Pascal Hérault, l'opinion, autour de deux sujets dans cette édition. Au Gabon, Jean Ping choisit finalement la justice pour trancher la réélection contestée d'Ali Bongo, son rival à la présidentielle du 27 août dernier. Et puis en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, s'engagent dans un dialogue apaisé et ouvert. On se penche d'abord donc sur cette crise post-électorale gabonaise avec cette décision de Jean Ping finalement de faire appel à la Cour constitutionnelle pour trancher ce litige électoral avec Ali Bongo. On écoute les explications de son avocat, maître Jean-Rémy Batsansa. Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Nous avons exactement 174 PV et lorsque nous compilons tous ces PV, nous nous rendons compte que dans tous les cas, même si on donnait les 30 000 voix restants à M. Ali Bongo, il ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible. Voilà, Jean-Rémy Batsansa, l'avocat de Jean Ping, qui s'expliquait donc sur ce recours, Denise, recours à la Cour constitutionnelle, une semaine après l'éruption de violences, de manifestations, d'émeutes et de répression qui a entaché la réélection contestée d'Ali Bongo. L'heure est, semble-t-il, pour l'instant, à l'apaisement en tout cas. Le camp de Jean Ping qui avait qualifié la Cour constitutionnelle de tour de pise, parce que cette Cour, selon le camp de Jean Ping, penche surtout d'un côté, c'est-à-dire du côté du pouvoir. Malgré ça, donc, le recours a été déposé par le principal rival d'Ali Bongo et ce recours porte sur un recomptage. Jean Ping demande à la Cour constitutionnelle de recompter les résultats de la province du Haut-Ogooué au centre donc de cette crise électorale. C'est très bien que Jean Ping ait pu déposer ce recours parce qu'il prend de fait Ali Bongo au mot. Jusqu'ici, il s'était retranché derrière la loi en disant « la loi n'autorise pas le recomptage, si la Cour constitutionnelle est saisie, on verra ce qu'elle décidera ». Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir et surtout de la présidente de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle choisira entre le cœur et la raison, puisqu'on sait qu'elle est quand même la belle-mère, entre guillemets, d'Ali Bongo, puisqu'elle a eu des enfants avec Omar Bongo père. Saura-t-elle dire le droit et demander, exiger qu'on procède à ces fameux recomptages qui sont exigés, comme vous le savez, par l'Union européenne, mais également par plusieurs capitales occidentales. Et ce qu'on regrette, c'est qu'aucune capitale africaine, aujourd'hui, ne se soit prononcée sur cette crise gabonaise. On va y revenir. Marie-Roger, alors, il est capital de bien comprendre que dans la démarche de Jean Ping, il y a un souci principal, c'est que l'on puisse procéder au recomptage des résultats du Haut-Ogooué. Or, jusqu'ici, le camp d'Ali Bongo a expliqué que ce n'était pas prévu par le code électoral, mais on sait que la Cour constitutionnelle a toute latitude de procéder à ce recomptage. Tout à fait. Et ça m'a toujours fait sourire lorsqu'on disait non, la loi ne nous l'interdit, la loi n'autorise pas le recomptage ou se réfugier derrière la loi. On a envie de leur demander est-ce que la loi aussi autorise la fraude? Donc c'est des arguties qui tiennent pas debout. Mais effectivement, je suis absolument d'accord avec Denise parce que j'ai entendu des gens dans le camp de Jean Ping dire oh là là, c'est un piège d'aller à la Cour constitutionnelle, mais en même temps c'est un piège de ne pas y aller parce que si on laisse passer la date, on a vu que l'opinion, surtout à l'étranger, est très légaliste. On répète des chiffres dont on sait qu'ils sont faux uniquement parce qu'ils ont été proclamés par la commission électorale ou je sais pas qui. Donc on fait comme si c'était parole d'évangile. On dit qu'il a gagné avec 49, l'autre machin. On sait que ça correspond à rien. Mais c'est ça qui est valable. Donc à partir du moment où Jean Ping ne va pas à la Cour constitutionnelle, on va dire ah ben non, la Cour constitutionnelle a décidé que. Et effectivement aujourd'hui, tout repose sur Marie-Madeleine Mouranceau, triple M. La présidente de la Haute Cour de justice. Voilà. Cette dame a occupé ce poste depuis assez longtemps. Elle a entériné souvent les élections, mais ça, c'était une autre époque, c'était une autre période. Même à la mort de Omar Bongo, lorsque
Ali Bongo a déjà commis cette imposture, il n'a pas gagné les élections, il a été imposé. Bon, les élections de 2009. De 2009, il y avait une espèce de ferveur parce que le président voulait mourir, les gens étaient attristés, on voulait faire une forme de continuité, donc on a forcé, on est passé en force pour imposer Ali Bongo, et pas seulement eux, à Nicolas Sarkozy, très fort à l'époque. Donc Marie-Madeleine déjà était dans un dispositif qu'on peut comprendre avec le recul, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à la fin d'une imposture. On a vu que Ali Bongo, qui n'a jamais gagné les élections, ni les primaires déjà au sein de son propre parti, ni l'élection présidentielle qui a été gagnée comme aussi par André Baobam, paix à son âme, et encore moins maintenant où au bout de 7 ans, les gens ont vu la catastrophe, le désastre dans lequel il a plongé le pays. Et très significatif, on a vu une désagrégation de tout ce qu'il a pu avoir comme alliance. Tous les gens de poids l'ont quitté. Et oui. Petit à petit, et la scène de ce député qui, pendant un meeting, démissionne en direct en disant « on ne peut pas te soutenir ». Il s'appelle Bertrand Zibiabégué. Il est manquant, on ne sait pas où il est. Le ministre de la Justice qui démissionne. Le ministre de la Justice qui démissionne. Et je voudrais encore dire juste une chose, parce que c'est très important. On n'a jamais autant tué au Gabon qu'aujourd'hui. Aucune crise n'a fait autant de morts. Et Ali Bongo est en train de tuer les gens dans les quartiers, dans les provinces, après avoir coupé Internet et se dit on va faire un massacre à huis clos. C'est un bain de sang. Ça, il faut le dire assez. Et c'est extrêmement grave. Rien que pour ça, déjà, il ne mérite même plus de diriger ce pays. Alors, peut-être qu'il y aura des enquêtes pour justement que l'on en sache un peu plus sur le bilan de cette répression, parce qu'effectivement, d'un côté, le pouvoir parle de 3 morts, ensuite, des sources indépendantes, comme des journalistes de l'AFP parlent de 7 morts. Évidemment, dans le camp de l'opposition, on parle de dizaines et de dizaines de tués. Alors, cela dit, pour nous reconcentrer, Pascal, sur cet arbitrage attendu de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il ne faudrait pas, aux côtés de cette Cour constitutionnelle, je dirais, une présence neutre qui puisse véritablement démontrer qu'effectivement que cette Cour aura tranché de manière totalement indépendante et impartiale? Le passage devant la Cour constitutionnelle, le recours déposé par Jean Ping, n'est pas un choix du cœur. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'hésitations. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils ont décidé de saisir cette instance. Ils l'estiment trop partisane. La présidente pourra-t-elle s'émanciper des pressions familiales, régionales, des pressions politiques aussi? Ça, nul ne le sait pour le moment. Est-ce qu'elle va accepter le recours? Pour Jean Ping, il aurait aimé repasser devant la commission électorale, une commission recomposée avec des observateurs internationaux, type Union européenne ou Union africaine. Mais vous avez bien vu, Ali Bongo a été très ferme dans les plusieurs interviews qu'il a données sur les radios françaises. Non, c'est la loi gabonaise et on ne doit pas passer outre. Tout le jeu maintenant de la médiation africaine va être certainement d'essayer de donner des garanties, de parler avec les uns et les autres pour que le processus soit le plus transparent possible. Il y a des pressions diplomatiques très fortes, notamment des Français et des Américains qui sont exercées sur Ali Bongo pour que le processus soit le plus transparent et que ce recomptage puisse mettre les uns et les autres d'accord. Une dernière chose, si on en est arrivé là, c'est que le système électoral gabonais n'est pas transparent du tout. Il privilégie l'omerta. Il y avait 2600 bureaux de vote, 76 centres de compilation et 9 au niveau des provinces. À aucun moment, les résultats n'ont été publiés, ni dans les bureaux de vote, ni dans les 76 centres, ni dans les provinces. Il y a eu une collecte à Conakry, on a annoncé... à Libreville. À Libreville, on a annoncé un chiffre général. Il aurait fallu que l'on publie pour la plus grande transparence dans chaque bureau et dans chaque centre. On parle beaucoup justement de cette absence de transparence qui a entouré ce scrutin gabonais. Est-ce que vous êtes de cet avis, Denise? Pourtant, l'opposition avait quand même pris ses dispositions, puisqu'elle faisait partie des bureaux de vote et de la commission électorale, d'ailleurs. Elle a co-signé tous les PV. Le problème qui s'est posé, c'est que les PV du Haut-Ogooué, la province justement d'où la crise est partie, est arrivé en dernier ressort, alors que tout avait été validé et approuvé
par les deux camps, aussi bien l'opposition que par le pouvoir. Et les représentants de l'opposition sont accusés dans le Haut-Ogooué d'avoir été plus ou moins achetés par le pouvoir. Juste un mot, on va peut-être évoquer cette médiation que devait entreprendre au nom de l'Union africaine un certain nombre de chefs d'État à Libreville. Eh bien, leur visite dans la capitale gabonaise a été reportée sine die sur une décision en tout cas annoncée par le ministre gabonais des Affaires étrangères que je vous propose d'écouter. Il s'agit de Emmanuel Ngondé. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Voilà, en gros, il n'y a pas péril en la demeure au Gabon, Marie-Roger. Donc, au fond, cette visite de l'Union africaine semble indésirable, en tout cas du côté du pouvoir. Mais c'est choquant qu'ils disent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je vous dis, les Gabonais pleurent des morts. Selon Jean Ping, il y aurait entre 50 et 100 morts. Et on a entendu le témoignage d'un Français de Port-Gentil sur une radio ici, qui disait aussi des centaines de morts, qu'il y a un carnage inédit au Gabon. Donc, ils ont plutôt envie qu'on ne voit pas tout ça. Et en plus, vous savez bien, la médiation de l'Union africaine, ce n'est pas des foudres de guerre. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Moi, je crois que beaucoup de gens se disaient même, ils vont venir noyer le poisson. Donc, même eux, ils n'en veulent pas. Alors, donc, il faut les prendre au mot. Ils disent, on ne veut pas d'étrangers, c'est à nous de régler le problème. Alors, Marie-Madeleine Mboranso, c'est une Gabonaise. Si elle est du côté des citoyens gabonais, c'est-à-dire de son propre côté, parce qu'elle est une citoyenne gabonaise, qu'elle montre qu'ils sont en mesure d'avoir des institutions qui fonctionnent et qui sauvent le pays d'une crise gigantesque et qu'on arrête les... Ensuite, juste un mot que je voulais dire sur le Haut-Ogooué. On fait comme si le Haut-Ogooué était un bastion imprenable d'Ali Bongo, mais c'est pas vrai. Il a peut-être eu la majorité là-bas. On espère pour lui. Mais on a vu quand même, juste avant les élections, beaucoup de notables qui l'ont quitté. En particulier son propre cousin. Il y a beaucoup qui ont pris des distances avec lui. Et même, on fait comme si... on a beaucoup de griefs qui sont maintenant publiés dans la presse là-bas. Donc le Haut-Ogooué n'est pas le bastion imprenable. Ça déjà, il faut arrêter de dire, oui, normal, que c'est normal, et il y a 100%, c'est pas vrai. C'est le fief, en tout cas, de la famille Bongo. C'est une famille. Mais Pascal. On peut déplorer le silence des dirigeants africains. Aucun président n'a pris position pour l'un ou pour l'autre. Non, mais c'est bien qu'il n'ait pas reconnu. Et l'Union africaine... Éviter de jeter de l'huile sur le feu. Oui, peut-être, mais l'Union africaine est aussi absente. Ça a été la dernière à réagir. On a vu le communiqué du président tchadien appelant à l'apaisement, mais derrière la mission qui était attendue dès jeudi est reportée sine die. On ne sait pas quand elle va venir. Il y a une guerre des médiateurs aussi. Qui va être sur la liste? On a entendu au moins 6 ou 7 noms. Mahamadou Issoufou, Macky Sall, le président namibien, Uhuru Kenyatta, le Kenyan, Sassou Nguesso, Obiang Nguema. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On a une présidente de la Commission qui a les yeux tournés vers l'Afrique du Sud et la prochaine élection, l'Union africaine. Et qui ne porte pas forcément Jean-Ping sur son cœur. Denise, tout de même, on a vu quand même que ces missions de bons offices de chefs d'État africains au nom de l'Union africaine, on a vu les limites de ce type de mission, notamment au Burundi, il y a quelques mois, c'est-à-dire zéro résultat. On les avait vus aussi dans les crises précédentes, la Centrafrique également. Non, mais c'est vrai, cette mission, d'abord, il faut se dire les choses en face, clairement. Ali Bongo n'en veut pas. Absolument. Il n'en veut pas. Parce que dans cette mission, les présidents qui étaient pressentis devaient faire partie, Sassou Nguesso devait en faire partie. On sait très bien que depuis la mort d'Omar Bongo, mais surtout la mort d'Edith Bongo, qui était l'épouse d'Omar Bongo, et donc par ailleurs la fille de Sassou Nguesso, les relations entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso sont plutôt très fraîches. Parce qu'il n'y a pas arrêté de persécuter les enfants d'Edith. Voilà. Arrêter de les persécuter. Je ne pense pas que cette mission pourra aboutir. La chance pourrait venir peut-être des Nations Unies, par le biais du représentant en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, qui a permis d'ailleurs la libération
du quartier général de Jean Ping. Donc la pression internationale doit être maintenue. Est-ce que c'est à l'ONU, aux Français, aux Américains d'intervenir? Il y a un principe de subsidiarité, normalement. C'est aux Africains de se pencher alors, de ça, cette c'est du bas. crise. Je suis désolée. Mais on voit bien quand même les limites. Les Nations Unies interviennent normalement au Conseil de sécurité quand ils sont sollicités aussi par les Africains et par l'Union africaine. Les Nations Unies, c'est nous tous. Les Nations Unies, mais Ali Bongo ne veut pas de la communauté médiation internationale. africaine parce qu'il estime qu'il y a des présidents qui sont partisans, Voilà. qui soutiennent Jean On Ping. parlera Donc le débat n'est pas Si encore les clos sur Africains cette ne crise. se saisissent pas de la Le question, débat on est parlera loin encore d'être- d'ingérence étrangère. C'est pas une ingérence. On reviendra, C'est un mesdames, intérêt. messieurs, on reviendra sur ce débat, sur cette crise post-électorale gabonaise, donc sans doute dans les prochaines éditions d'Afrique Presse, avec un dénouement positif et pacifique surtout, nous le souhaitons. Alors, RFI TV5 Monde, dans la deuxième partie de cette édition, la Guinée-Conakry, et ce dégel soudain des relations entre les deux grands chefs politiques, donc de Guinée-Conakry. La réaction du directeur de la publication Bingo, Oscar, donc, à ce dialogue renoué entre le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Cette visite ouvre effectivement la voie à un dialogue politique plus sérieux, vu que c'est le président Alpha Condé lui-même qui en constitue le nœud gordien. La classe politique guinéenne, à travers ses deux visites au palais Sékou-Touré pour son aspect politique et celle du mercredi passé pour l'aspect social, sont un signal fort dans la relance du dialogue politique. Premier résultat immédiat de ces rencontres entre les deux hommes forts du pays, le professeur Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, est la date des élections locales fixées au 18 décembre 2016. Ensuite, la TVA a été réduite de 20 à 18% sur les arrêts de première nécessité. En plus, nous avons vu aussi que le président de la CENI, M. Bakary Fofana, a emboîté le pas au professeur Alpha Condé pour venir présenter ses condoléances aussi à M. Cellou Dalein Diallo. Ceci est très positif pour les Guinéens que nous sommes, vu que tout le monde était déjà inquiet. L'objectif du dialogue politique est la concrétisation dans l'engagement ferme pris par le chef de l'État face à son opposition républicaine. L'opposition déclare que c'est la première fois que le président de la République, M. Alpha Condé, prend des engagements fermes face à son opposition, contrairement aux autres discussions passées de 2012, 2013, 2015. La classe politique et surtout les populations ont espoir que ces visites entre les deux hommes forts du pays augurent de lendemain meilleur. Voilà, donc, commentaire d'Oscar de Bingo, Denise. On se souvient que mi-août, des centaines de milliers de personnes avaient déferlé dans les rues de Conakry, une manifestation à l'appel de l'opposition, notamment de Cellou Dalein Diallo, qui ne mâchait pas ses mots, qui parlait de déni de démocratie, de recul des droits de l'homme, de hausse du chômage. Et puis, 15 jours après, le 1er septembre, le voilà au palais présidentiel, 2 heures de discussion avec Alpha Condé, embrassade, une nouvelle ère qui s'ouvre donc en Guinée entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. C'est sans précédent depuis 6 ans, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Mais comme disait Oscar, c'est un événement, parce que jusqu'à présent, Cellou Dalein Diallo était plutôt considéré comme le président de la République, puisque c'est lui qui faisait descendre dans la rue les manifestants. Et puis c'est vrai que le premier mandat d'Alpha Condé a été émaillé de plusieurs tensions que vous rappeliez. Mais je crois que c'est un principe de réalité qui a poussé Cellou Dalein Diallo aujourd'hui à renouer avec le président de la République. Il est un peu isolé depuis le ralliement de Sidya Touré au camp présidentiel. Il est un peu isolé comme opposant politique. Et puis je crois qu'il pense aussi à l'après. Le mandat d'Alpha Condé a entamé son 2e et dernier mandat. Donc en 2020, il va falloir que Cellou Diallo, s'il veut exister sur la scène politique, qu'il bâtisse dès aujourd'hui sa stratégie. Mais cela dit, les critiques de l'opposition en matière d'organisation du calendrier électoral sont fondées. Bien sûr. Depuis 2010, quand même, il n'y a pas eu d'élection locale. On est ravis de savoir qu'aujourd'hui, une date est fixée à la fin de l'année. Est-ce que, Marie-Roger, cette retrouvaille entre les deux frères ennemis, si l'on peut dire, vous surprend ou pas? Non, ça ne surprend pas tellement. Je veux dire une chose. Il y a un climat... Le climat a toujours été extrêmement tendu et polarisé entre
le camp d'Alpha Condé, le président, et celui de Cellou Dalein Diallo, plus qu'avec les autres. Ça a toujours été très tendu. Ça a commencé pendant la campagne électorale, la première, et ça s'est poursuivi. Le président a eu des mots extrêmement durs. On était surpris parce que... Mais alors, par moments, il a eu des gestes. Il a eu des gestes d'apaisement qui sont un peu passés inaperçus. Parce que dans le brouhaha, dans le climat qui avait été instauré, ces gestes étaient devenus invisibles. Ainsi, par exemple, je regarde la télé, j'entends à une manifestation du PDG, le parti d'Alpha Condé, en train de dire, voilà, je suis le président de tous les Guinéens, je suis désolé si j'ai pu apparaître comme trop partisan, je tends la main à tout le monde, je suis tombé un peu de nu, un très très beau discours, passé inaperçu. Voilà, donc il était comme ça, et maintenant, ça c'est un truc un peu spectaculaire, comme le dit Denise, le fait que ce soit son deuxième mandat, Et dernier. Et dernier mandat. Il a dit qu'il s'est affranchi de toutes les contraintes. Les pesanteurs, voilà, y compris dans son propre camp, d'ailleurs. Il a dit « je suis libre ». Et je pense aussi que c'est plus reposant, la paix c'est plus reposant que la guerre. Et qu'il n'a plus rien à craindre de Cellou Dalein Diallo. C'est plutôt... Il commence à bâtir... Et inversement. Voilà. Et il commence à bâtir, je dirais, son héritage politique. Ce sera un président qui a fait la paix, qui a pas laissé un pays divisé. Et je crois que ça, c'est assez important. Que de temps perdu, mon cher Pascal, pour justement, avant d'en arriver, si je puis dire, à ce compagnonnage pour travailler au nom de la Guinée, au service de la Guinée. Ce compagnonnage peut surprendre à première vue. Quand on connaît les rancœurs qu'il y a dans les deux camps, Cellou Dalein Diallo estime qu'il a gagné lors de la première présidence, lors de la première élection. Il y a eu nombreux de ses partisans qui ont été enfermés, qui ont même été tués. Donc il y a beaucoup de rancœurs. Mais il ne faut pas oublier non plus que sous Dadis Camara, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé étaient d'accord pour le mettre dehors et pour qu'il y ait hors d'état de nuire et pour qu'il y ait une transition politique. Et comme l'a très bien souligné Denise, on arrive à cette échéance de 2020 et d'un côté comme de l'autre, on a intérêt à y aller de manière imposée. Pour Alpha Condé, qui fait face à une situation économique et sociale très difficile, 500 000 personnes dans la rue le 16 août à l'appel de l'opposition, la moitié des Guinéens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des problèmes d'électricité, des tensions ethno-régionales, il a plutôt intérêt à un apaisement pour finir son mandat. Voilà, sans oublier que les grands projets du pays qui devaient apporter des ressources comme celui de Simandou, par Rio Tinto et à l'arrêt, Rusal a aussi se heurte à la crise des matières premières. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, Cellou Dalein Diallo a toujours ses revendications sur une recomposition de la commission électorale. Comme on l'a souligné depuis 2010, pas d'élection locale, c'est une délégation de pouvoir pour les maires. Donc, il a intérêt à travailler dès aujourd'hui pour avoir des gens qui puissent être maires et qui puissent être députés. Et la dernière chose, il estime que Sidya Touré l'a trahi en rejoignant au dernier moment Alpha Condé. Donc, c'est une manière de lui savonner la planche et de dire lui ça. Pourquoi Sidya l'a-t-il trahi? Parce que simplement, il y a cette question, s'il s'alliait à Cellou Dalein Diallo, il pouvait penser que celui-ci, s'il était élu, allait faire 2 mandats. Il préférait aller voir Alpha, qui finit son deuxième mandat. Et puis enfin, cette retrouvaille, ou en tout cas ce dialogue apaisé entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, va aboutir aussi à un statut pour le chef de l'opposition. Statut d'ailleurs qui est inscrit désormais dans la constitution sénégalaise. Donc c'est devenu... Sénégalaise. Guinéenne, mais aussi au Sénégal. Macky Sall a fait de même récemment. Non, mais moi je trouve que c'est très bien parce qu'il ne faut pas oublier que la Guinée est une jeune démocratie. Les premières élections libres datent seulement de 2010. Avant, c'était un régime militaire. L'héritage était très lourd. L'héritage était très lourd. Donc, elle fait son apprentissage. Donc, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait un climat apaisé entre pouvoir et opposition, qu'un statut de chef de l'opposition soit inscrit dans la Constitution. Donc, tout ça, ça sera à mettre au crédit
d'Alpha Condé, premier président démocratiquement élu. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'Afrique Presse. Merci Denise Epoté, Marie-Roger Biloa, de même qu'à vous Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles de l'émission. Cette édition d'Afrique Presse est disponible sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci bien sûr de votre fidélité à Afrique Presse.